Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 60, Je suis comme ça. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. En quelques siècles, on est passé de l'idée que tout était de notre faute, à cause de cette écervelée d'Ève, le fruit défendu, le serpent, tout ça, à rien n'est de notre faute. C'est la faute du gouvernement, des autres, de notre enfance, du divorce de nos parents. Ou mieux encore, ce n'est pas de notre faute, car c'est comme ça. C'est l'histoire de celui qui vous raconte qu'il a du caractère, qu'il est comme ça, qu'il ne peut pas changer et qu'on doit l'accepter comme il est. Non, disons plutôt les choses telles qu'elles sont. Tu te comportes mal, tu n'as pas de respect pour les autres, et tu te caches derrière cette histoire de caractère plutôt que de faire un effort pour changer. Sois honnête. Ça pose la question de ce qu'on peut changer et de ce qui est immuable. Qu'est-ce qui relève de notre nature profonde et qui sera donc toujours présent versus qu'est-ce qui relève de nos comportements, de nos habitudes ou de nos pathologies qui se sont installées. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de l'inné et de l'acquis. Dans le classique interne de l'Empereur jaune, le Huangdi Neijing, l'auteur parle de la différence entre énergie innée et énergie acquise. J'aimerais d'abord vous parler de ces deux notions dans le cadre de la médecine avant de les généraliser à tous les domaines. Pour les taoïstes, le corps humain fonctionne grâce à une synergie entre différents mécanismes. Ainsi, on a un mécanisme qui prend un aliment pour le décomposer en petites briques. Certaines de ces briques seront brûlées pour chauffer le corps, d'autres seront utilisées pour reconstituer les muscles. Oui, vous avez compris, je parle du mécanisme de la digestion. Pour nous, il y a 6 mécanismes de cette nature. Ah bon? Pourtant, moi je compte beaucoup plus de fonctions dans le corps que 6. Attends, il y a respirer, percevoir, avoir de l'équilibre, maintenir sa température, si je lutte contre les microbes, je répare mes os, gérer les cycles de sommeil, gérer les cycles chez la femme, penser, ça fait quand même bien plus que 6 déjà. Alors oui, il y a bien plus que 6 mécanismes simples. Mais les taoïstes se sont rendus compte que nombre de ces mécanismes étaient extrêmement interdépendants et qu'avec un peu de travail, enfin avec beaucoup de travail, ils pouvaient être regroupés en vastes ensembles. Par exemple, s'alimenter correctement a un impact direct sur la capacité à produire du muscle, à avoir des vaisseaux sanguins en bon état, à ne pas être gonflé, voire obèse. Du coup, pourquoi ne pas ranger ensemble ces différents aspects? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait en regroupant ces mécanismes sous un petit nombre d'étiquettes. Ça a l'air un peu artificiel quand même. C'est un peu comme quand on parle de son foyer, au sens de maison. On y associe le fait d'avoir un toit et d'être protégé de la pluie, du froid et des bêtes féroces, ou des humains un peu minables. Mais aussi l'idée de repos, de famille, de facture, d'impôts, de stockage de nourriture, de garage pour la voiture, voire de télé-écran plat grand format ou de piscine. Derrière cette étiquette « chez moi », on range un ensemble de possibilités. Ce raccourci est en effet artificiel, mais il fait sens. Et il est tellement utile qu'on y fait référence tous les jours. Les taoïstes ont donc mis en place des raccourcis similaires, et tout aussi artificiels, je te l'accorde, sur la très longue liste des fonctions du corps humain. Vous pouvez voir ça comme un retour vers la simplicité. On a beaucoup trop de détails, et cette masse est tout bonnement inutilisable par l'esprit humain. On doit donc la simplifier. Faire une synthèse pour revenir à des objets de taille plus raisonnable, qui eux sont manipulables par notre esprit. C'est ce retour dont je parlais dans l'épisode 26, du chaos aux influenceurs. Quand on est dans le détail, on se sent Noyé. noyé. Le terme est très juste. On ne voit pas par quel bout prendre les choses et comment s'organiser. Pour pouvoir avancer, on doit avoir une vue plus synthétique. C'est comme quand je veux monter un projet. Imaginons que j'ai envie de monter un bar à jeux. Je prends cet exemple, car il s'en est justement ouvert un dans le canton de Fayence, et on discutait l'autre soir du montage du projet avec ses patrons. Donc, j'ai envie de monter un bar à jeux. La liste des tâches est immense. Si je commence par me dire que je dois trouver un logo, je pars très mal. Non, je dois simplifier et aller à l'essentiel. Un bar à jeux est une entreprise, donc elle doit avoir des revenus, et pour cela, des clients. Mais là aussi, des charges. Quels revenus, quels clients, quelles charges?
Et là, on est passé d'une liste extrêmement longue de démarches administratives, financières, de choix des jeux, de recherche de local, de choix de décoration, chaise haute ou fauteuil moelleux, de choix de logo, de nom d'enseigne, à seulement 3 aspects. Brusquement, c'est plus clair. C'est manipulable. Mais on peut pas en rester là. En effet. Et donc pour chacun de ces aspects, on va réintroduire petit à petit du niveau de détail. Bon, l'idée derrière la médecine chinoise, comme derrière toute médecine, c'est l'applicabilité. On veut que ça serve, que ce soit utilisable. Les taoïstes ont donc simplifié pour s'assurer d'avoir un outil applicable. On se retrouve ainsi avec 6 grandes étiquettes que nous allons appeler organes. Bon, c'est un peu une hérésie de dire ça, car en réalité, les taoïstes ne considèrent que 3 grands mécanismes, qui ont chacun une expression yin-yang, ce qui fait... Ce qui fait 3 fois 2, 6. Mais pour ne pas vous embrouiller, je vais parler des 6 organes, car c'est plus simple, et qu'il y a de la littérature disponible dessus. De plus, si vous apprenez la médecine chinoise, c'est un sujet avec lequel vous devriez être familier. Mieux que ça, vous devriez l'avoir étudié à fond en première année, et ce, bien avant les points d'acupuncture. Oui, à fond, et en premier, car tout découle de là. Et le rapport entre ces 6 organes, c'est l'inné ou l'acquis? J'y arrive. Il fallait que je pose les bases avant. Nous avons donc 6 grosses entreprises dans le corps humain qui gèrent tout. Ok, genre Total, Nestlé... Voilà, genre ces grosses entreprises. La question que se sont posées les taoïstes, c'est comment font-elles pour fonctionner? Pour qu'un bœuf tire la charrue, il faut que je lui donne à manger. Si je le prive de nourriture, au bout d'un moment, il n'aura plus de force. Ah, t'as répondu à la question, en mangeant. Mars, et ça repart. Alors oui, c'est la réponse évidente, mais elle est incomplète et ce pour 2 raisons. La première est que si de manière absolument évidente, on finit tous par mourir si nous ne mangeons pas assez, cette mort peut être très longue à venir. Souvenons-nous d'Angus Barbieri qui a tenu 382 jours sans manger. 382 jours. Bon, ok, il souffrait d'obésité morbide avec un poids de 207 kilos. Ah oui, il avait des réserves. Oui, et c'est pour cette raison qu'il a tenu plus d'1 an sans manger, jusqu'à obtenir le poids qu'il estimait lui correspondre, soit 81 kilos. Alors, ne faites pas l'expérience chez vous, lui a été suivi par des médecins. Disons que si sans manger et sans avoir d'énormes réserves de graisse, il faut plusieurs semaines avant d'éventuellement mourir, il y a une autre privation qui va amener la mort et donc l'arrêt de tous les mécanismes du corps beaucoup plus vite. L'absence d'hydratation. Correct, mais les taoïstes associent cela à de la nourriture. T'as une autre idée? Je vois pas... Combien de temps peux-tu survivre sans respirer? Ah, je crois que c'est de l'ordre de quelques minutes avant que le cerveau meure. Alors c'est plus complexe que ça et ça dépend de la température du corps. Mais oui, à température ambiante, c'est de cet ordre de grandeur. En résumé, on a 2 apports extérieurs qui sont absolument indispensables au maintien des mécanismes de notre corps. Manger et respirer. Attends, quand j'ai dit qu'il suffisait de manger pour survivre, tu as dit qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles c'était incomplet. Donc la première, c'est la nécessité de respirer, correct? Correct. Et la seconde? Je ne t'apprends rien, mais même en respirant bien, même en mangeant correctement, on meurt tous un jour. Fin de l'histoire. Donc il y a bien autre chose qui intervient dans notre survie que simplement ces 2 aspects. Ah bah c'est la vieillesse. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Alors, pour les taoïstes, c'est très simple. Nous sommes dotés à notre naissance d'un capital, d'une espèce de cagnotte que l'on a reçue en héritage. L'argent dans cette cagnotte sert à alimenter en permanence nos organes, un petit peu tous les jours, mais aussi quand ils en ont un besoin urgent. Son montant diminue donc progressivement, jusqu'à un jour à être nul. Et c'est alors que... Elle glisse. Et elle meurt. Je pense en avoir déjà parlé dans un autre épisode en prenant l'exemple du carburant d'une voiture. Vous voyez, on a donc 2 aspects totalement différents qui nourrissent les organes. D'un côté, ce que nous amenons dans notre corps chaque jour sous forme d'oxygène, de nutriments et d'eau, et de l'autre, cette cagnotte qui petit à petit s'épuise sans jamais se remplir. Ce que nous amenons chaque jour dans notre corps et qui nous permet de fonctionner est l'énergie acquise, le chi. On le gagne comme un salaire. Ce que nous avons reçu en héritage à notre naissance, c'est notre énergie innée, le tsing. On en hérite. Ça fait penser à un aspect génétique. C'est absolument ça. Hein. Le tsing représente tout notre patrimoine génétique qui a été plus ou moins bien transmis depuis nos parents. Petite aparté amusante. Pour les taoïstes, ce tsing, cette essence, ce capital, est stocké dans l'organe qui a pour nom le rein. Oui, le au singulier.
car il ne s'agit pas des deux rognons, mais bien d'un ensemble de mécanismes, d'un ensemble de fonctionnements. Un ensemble. Donc le Tsing, l'énergie innée, celle que l'on a reçue à notre naissance, est stockée dans notre rein. Et toujours pour nous autres, la santé des os est l'une des tâches dont doit se charger le rein. Un corollaire est donc que l'ostéoporose, soit une diminution de la densité des os, résulte de l'affaiblissement du rein. Affaiblissement qui s'explique chez nous par la diminution progressive de cette énergie innée qu'il stocke. On voit très clairement plus de cas d'ostéoporose chez les personnes âgées que chez les adolescents. Il se trouve qu'en 2007, une étude scientifique menée sur 2150 femmes a montré qu'il y avait un lien entre le raccourcissement de certains télomères et la diminution de la densité des os. Pour rappel, les télomères raccourcissent au fur et à mesure des divisions cellulaires et donc de la vie de la personne. En gros, plus notre âge avance, plus nos télomères ont tendance à raccourcir et plus la densité des os diminue. Les télomères sont les extrémités des chromosomes et donc font partie du matériel génétique, ce qui pour nous autres taoïstes les place dans Le rein, qui s'occupe de la santé des os. J'adore quand la science vient corroborer comme ça, 3000 ans plus tard, des découvertes empiriques. Résumons, nous avons deux formes de carburant pour alimenter les mécanismes qui nous maintiennent en vie. L'énergie acquise que l'on récupère à chaque instant en respirant ou à chaque repas. L'énergie innée est inscrite dans nos chromosomes. Ok, mais ça sert à quoi de faire cette distinction? Tu parles d'utilité, mais elle se situe où en fait? C'est extrêmement simple et néanmoins les répercussions sont absolument énormes. Et je pèse mes mots. Est-ce que tu peux changer ton alimentation? Jouer dessus pour qu'elle soit plus conforme à ta nature? Oui, on peut modifier les ingrédients, les quantités, je peux choisir des aliments qui vont m'apporter des petites briques essentielles, les vitamines, tout ça. Est-ce que tu peux respirer mieux, avec une plus grande amplitude, avec un rythme plus lent? Oui, enfin ça s'apprend. Donc, on peut dire que tu as la main sur ton énergie acquise. Tu peux augmenter sa production en réglant ton alimentation et en apprenant à respirer. Ouais, mais c'est pas simple de manger bien quand on travaille par exemple. La cantine au bureau, le camion de street food dehors, le kebab du coin, franchement ça m'aide pas. Attends, ne mélangeons pas deux choses. Il ne faut pas confondre. Je ne peux pas le faire avec c'est difficile de le faire. Changer son alimentation est difficile, car en effet, il y a des contraintes sociales, des contraintes de temps, des contraintes de disponibilité des aliments et des préjugés sur soi. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Bah c'est facile à dire. Ok, pendant des années, j'ai travaillé pour un grand groupe et je faisais des allers-retours toutes les 2 semaines entre Paris et Sophia Antipolis. Eh bien, pendant des années, j'ai pu adapter mon alimentation à ce que je voulais manger. Alors oui, le petit déjeuner à l'hôtel, c'était croissants, pain, beurre et confiture. Tout ce que je ne mange pas, donc je ne le prenais pas, et j'allais plutôt m'acheter 5 ou 6 bananes dans un épicier repéré la veille. Je passais pour quelqu'un de vraiment bizarre avec mon lot de bananes sur le bureau. Plus que celui qui avait son stock de Mars, de Kit Kat ou de cookies. Alors oui, le restaurant d'entreprise servait des plats en sauce, des desserts pleins de sucre. Je prenais donc une salade ou une grillade accompagnée de légumes simples et un fruit en dessert. Le soir au restaurant, rebelote, une salade, une grillade et pas de dessert. Et quand je n'étais pas en déplacement, je me préparais chaque jour mon repas du midi en respectant mes critères. Ouais, enfin ça a pas l'air simple. Encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Pouvoir faire quelque chose ne signifie pas que ce soit simple. Je peux apprendre le sumérien ancien, mais cela va me prendre des années. De même, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que je ne pourrai pas y arriver. Difficile est très différent d'impossible. Quand je demande à quelqu'un de faire un travail sur lui, souvent on me répond « Oh là là, ça a l'air dur, je ne pourrai pas ». Confusion entre difficulté et impossibilité. Jessica Cox, une américaine, est née sans bras déçue d'une maladie génétique. À ton avis, est-ce possible ou impossible qu'elle ait pu apprendre à piloter un avion? Ça c'est une question piège. Si tu me le demandes, c'est qu'elle a réussi et qu'elle pilote. Bien vu. Jessica Cox est la première femme au monde qui, en dépit d'être privée de membres supérieurs, a obtenu son brevet de pilotage. Il n'est pas impossible pour quelqu'un qui n'a pas de bras d'apprendre à piloter un avion. C'est juste plus difficile. Mais à ton avis, comment ça se fait qu'on confond difficile et impossible? Par paresse. C'est une manière de refuser l'effort et le stress que cela va causer. On va devoir s'adapter et on fait le choix du lâche, celui de prétendre que c'est impossible. Si c'est impossible, nous sommes dédouanés. Ce n'est plus de notre faute. Ce n'est plus de notre responsabilité. On n'y peut rien. Pour revenir à notre histoire d'énergie, ce que nous voyons, c'est qu'une partie de celle nécessaire à notre vie, celle que l'on nomme énergie acquise, est de notre entière responsabilité. Nous avons la main dessus. C'est à nous de faire en sorte d'en avoir assez. La seconde, l'énergie innée, n'est pas de notre ressort.
Elle provient de notre génétique. De même que Jessica Cox est née sans bras, nous pouvons disposer d'une faible quantité de cette énergie. Ou au contraire, d'une grande quantité. Ah oui, comme dans une famille où tout le monde meurt à 100 ans. Absolument. Et parfois même alors qu'ils ont des habitudes qui attaquent leur énergie acquise, comme de fumer comme des pompiers ou de boire d'alcool. Si nous naissons sans bras, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre ressort. Nous ne pourrons jamais, même avec beaucoup d'efforts, nous en faire pousser de nouveau. C'est codé en nous, c'est fini. Nous ne sommes pas responsables, on n'y peut rien. C'est comme quand on naît dans un corps d'homme ou de femme. N'en déplaise certaines idéologies en vogue, génétiquement, on restera toujours un homme ou une femme. Et ce, quelle que soit notre apparence physique. On n'y peut rien, on ne peut pas le changer. Ouais, mais on peut quand même apprendre à piloter un avion. Absolument. Et tu mets le doigt sur un point capital. Reprenons. L'énergie acquise, alimentation et respiration, est de notre responsabilité. L'énergie innée, capital génétique, n'est pas de notre ressort. Mais cela ne nous empêche en rien de chercher à tirer le meilleur parti de ce dont nous disposons. Nous pouvons, avec plus d'efforts que notre personne, optimiser ce dont nous disposons. Stephen Hawking, en dépit de sa maladie dégénérative qu'il a clouée dans un fauteuil, a clairement tiré parti de tout ce dont il disposait pour devenir un grand physicien. Jessica Cox a clairement tiré parti de ses membres inférieurs qu'elle a entraînés pendant de nombreuses années pour passer finalement son brevet de pilotage. Vous voyez bien que dans ces deux cas extrêmes et emblématiques, le capital génétique n'a pas évolué au cours de la vie de ces personnes. Malgré tous ces efforts, la maladie d'Hawkins n'a pas mystérieusement disparu. Malgré tous ces efforts, les bras de Jessica n'ont pas miraculeusement repoussé. Mais dans ces deux cas, par leur acharnement, par leur volonté, ces deux personnes ont su faire en sorte que leur handicap ne soit presque plus apparent, qu'il se manifeste moins, voire presque pas. Je ne sais pas pour vous, mais perso, je n'ai pas un doctorat en physique, pas plus que de brevet de pilotage. Donc ces deux personnes sont allées plus loin que moi, et sans doute que vous, dans ces deux domaines. Il me semble que ces deux exemples montrent à quel point on peut, parfois, ou souvent, se laisser aller à la facilité molle de la paresse, en se disant que les choses sont impossibles. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Vous commencez à voir comment ces notions d'inné et d'acquis débordent largement du cadre de l'énergie et sont au cœur même de notre vie. Bon, mais quand on se regarde nous-mêmes, le problème c'est quand même de savoir distinguer ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis. Même si, avec tes exemples de Hawking et Cox, c'est assez évident. Tout à fait. C'est pour cette raison que dans cet épisode, et sans doute dans un autre à venir, je vais vous donner des exemples auxquels vous allez pouvoir vous identifier, facilement j'espère, et qui vous seront utiles. Commençons par les menstruations chez les femmes. Déjà, rappelons la définition des règles. C'est l'écoulement sanguin chez la femme pubère qui s'opère plus ou moins régulièrement et qui est lié à l'élimination de la muqueuse utérine. Eh bien, cette définition médicale nous donne déjà une bonne indication de ce qui est inné ou acquis. Si une enfant de 6 ans n'a pas ses règles, est-ce inné ou acquis? C'est inné, elle n'a pas encore atteint la puberté, donc c'est dans les gènes. Si une femme de 75 ans n'a pas ses règles, est-ce inné ou acquis? 75 ans, c'est largement après la ménopause, donc inné encore, c'est un mécanisme qui est codé. Si une femme de 25 ans, qui avait jusqu'à présent des menstruations, voit brusquement ses règles s'arrêter pendant plusieurs mois, est-ce acquis ou inné? Là, pour le coup, je dirais acquis. Parce que logiquement, dans la nature, elle devrait en avoir. Son corps, il est codé pour ça. Exactement. Hormis peut-être certains problèmes génétiques qui produiraient cet effet, et ça doit sans doute exister. S'il y a un médecin dans la salle, il peut m'envoyer un mail avec la liste des cas possibles. Donc pour reprendre nos 3 exemples, est-ce que je dois m'inquiéter si ma gamine de 6 ans n'a pas ses règles? Bah non. Est-ce que la dame de 75 ans doit faire quelque chose pour avoir ses règles? Un régime peut-être? Des exercices? Bah non, elle peut plus les avoir. Est-ce que la jeune femme de 25 ans doit consulter un médecin pour avoir un avis éclairé sur son aménorrhée? Il vaudrait mieux pour elle, parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire. En effet, il s'agit là d'une pathologie. Alors non, ce n'est pas gravissime, mais ce n'en est pas moins un dérèglement du système, un fonctionnement anormal. Ou dit autrement, elle n'est pas codée pour avoir un arrêt des règles sans être enceinte, sans allaiter, sans avoir un kyste ou que sais-je. Savoir si c'est inné ou acquis nous permet de déterminer si nous avons quelque chose à faire ou pas. Bon, l'exemple était ultra simple. Oui, j'ai fait exprès. Gardons le sujet des règles. Est-ce inné ou acquis que pendant la période prémenstruelle, voire pendant les règles, une femme voit son humeur devenir fluctuante, qu'elle ait du mal à gérer ses émotions, qu'elle soit à fleur de peau? Bah, comme celles qui souffrent de ce côté un peu à fleur de peau en souffrent depuis leur première règle, ou presque, je dirais que c'est inné. Oui, c'est ce que tout le monde pense.
à tort. En fait, c'est acquis. Attends, tu veux dire qu'elles peuvent y faire quelque chose? Oui, tout à fait. Mais d'abord, je vais expliquer pourquoi c'est de l'acquis et pas de l'inné. Les règles, c'est une perte de sang. N'en déplaise encore une fois à certains courants idéologiques qui ne veulent que les femmes trans aient leurs règles. Pas d'utérus, pas de perte de sang, pas de règles. C'est aussi simple que ça. Tous les mois, enfin à peu près, le corps doit gérer une perte de sang, une espèce de plaie interne. Le corps doit éliminer la paroi utérine, et ce pendant plusieurs jours. Ajoutons que cette élimination doit se faire sans danger pour le corps. Et ça, c'est pas rien. La question à se poser est de savoir quel est le mécanisme, le grand ensemble, l'organe en termes chinois, qui gère la perte de sang. Alors, dans le cadre de la médecine chinoise, cet organe, c'est le foie. Le foie est, je le rappelle, une étiquette mise non pas sur le morceau de chair dans notre ventre, mais sur un ensemble de fonctions du corps et de l'esprit. Les organes gèrent aussi l'esprit? Oui, je n'en ai pas parlé de manière explicite, mais il y a une liaison entre les 6 organes et l'esprit humain. C'est assez logique quand on y pense. L'esprit est quand même accroché au corps, donc tout ce qui touche son habitat matériel doit aussi le toucher. Comment ça, l'esprit est accroché au corps? Est-ce que tu peux envoyer ton esprit au loin comme ça, genre au pied des grandes pyramides? Oui, je peux imaginer que j'y suis. Ok, d'accord, mais est-ce que tu peux me décrire en ce moment même les habits des touristes qui sont en train de les admirer? Ah non, c'est l'imagination. Donc ton esprit n'est pas en ce moment au pied des grandes pyramides. Hormis entraînement spécial, hormis faiblesse particulière du corps, l'esprit ne s'éloigne jamais de celui-ci. Le corps est son habitat. Et de la même manière que si dans ton appartement des moisissures se développent, tu vas en souffrir, si une pathologie se développe dans ton corps, ton esprit va en souffrir. Il y a un lien entre habitat et habitant. On pourrait aller plus loin dans l'analogie. Si dans un appartement, on a une vieille dame qui n'aère jamais, qui a 10 chats qui ne sortent jamais, comment va être l'appartement? Oh, il va puer et être un peu insalubre. Eh bien, c'est pareil pour ton corps. Si ton esprit fait n'importe quoi, si tu t'énerves pour un oui ou pour un non, si tu t'angoisses, si tu tournes sans cesse en boucle dans ta tête, si tu as peur de tout, tu vas avoir des conséquences sur l'habitat de l'esprit, soit ton corps. On y reviendra dans un prochain épisode, je pense, car le sujet est vaste. Ah, ça me fait penser au silence mental, tout ça. Oui, le silence mental, c'est cette qualité d'esprit qui va être absolument indispensable pour maintenir un habitat salubre à notre esprit. Pour revenir à nos règles, le foie gère le stock de sang dans le corps et gère donc la quantité de sang que la femme peut raisonnablement perdre sans nuire à sa santé. Vous conviendrez que c'est une tâche importante. D'ailleurs, quelle femme ne s'est pas inquiétée en cas de perte trop abondante? On sent bien instinctivement que ça peut être grave, voire dangereux. Mais ce n'est pas le seul travail du foie. On a dit que c'était un ensemble de fonctions. Parmi les autres tâches qui lui incombent, il y a, tada, la gestion émotionnelle et la gestion énergétique. Je me permets de préciser une fois de plus que l'énergie, c'est le nom qu'ont donné les taoïstes à la vie et à ce qui nous maintient en vie. Donc, la gestion énergétique recouvre la diffusion des nutriments, des sucres, dans le corps, la diffusion de l'oxygène aussi vers les muscles. Et tout ça, ça se fait à travers... Le sang. Absolument. On voit comment tout ça est lié. On a donc le foie qui doit gérer le sang, la diffusion de l'énergie, mais aussi les émotions. Et là, on lui dit « Oh Coco, dans 5 jours, on a planifié une perte de sang. Alors tu me prévois ça et que ça roule sans un décroche. » Oui, c'est comme dans une entreprise quand tu dois sortir un projet. Et oui, et donc si ton boss te met la pression pour qu'un projet donné voit le jour à une date précise, que vas-tu faire? Je vais faire passer en priorité tout ce que je dois faire pour ce projet. Et je vais remettre à plus tard les autres tâches. là, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus important dans le cas de la menstruation? La gestion du stock de sang ou la gestion des émotions? Clairement la gestion du sang. Ah, et donc le foie va remettre à plus tard la gestion émotionnelle? Oui et non, on est en train de simplifier là. Si dans ton entreprise, ton boss te demande aujourd'hui d'envoyer un mail ultra important pour un projet donné, est-ce que ça va impacter tes autres tâches? Non, pas vraiment. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc il y aura pas d'impact. Enfin, sauf si je suis un peu lente à écrire des mails et que je sais pas bien m'exprimer. Oui, sauf si cette tâche est ardue pour toi. C'est pareil pour le foie. Si pour lui la gestion du sang c'est cool Raoul, aucune de ces autres tâches ne sera impactée. Cool Raoul, relax Max, relax wow. Si au contraire, la gestion du stock de sang lui demande beaucoup d'efforts, alors tous ces autres devoirs seront lourdement impactés. En fait, ce que tu dis, c'est que si une femme qui va avoir ses règles a une humeur fluctuante, c'est parce que le foie est dépassé par le fait de devoir gérer le sang. Exactement. Et l'origine peut être variée. On peut avoir une déficience d'origine génétique, on peut avoir une maladie de foie, on peut avoir un état actuel de fatigue qui fait que le sang est de moins bonne qualité. Il n'y a pas qu'une raison.
Néanmoins, si je reviens sur mon parallèle avec le monde de l'entreprise et sur l'écriture du mail important ou de la gestion de projet, si on te forme, si on t'apprend, si on t'entraîne, au final, que va-t-il se passer? Bah là, le mail qui pourrait me prendre 1 heure à écrire va m'en prendre peut-être 10 minutes. Et puis si je sais m'organiser, mon projet va se mettre en place plus vite. Ah, c'est de l'acquis. Et oui, c'est de l'acquis. Alors attention, hein, je ne minimise pas le fait qu'il y a une part d'inné là-dedans. Certaines personnes sont plus à l'aise avec l'expression écrite que d'autres. Certaines personnes ont un foie, toujours au sens chinois du mot, hein, qui est plus à l'aise avec la gestion du sang que d'autres. Mais de la même manière que Hawking ou Cox l'ont fait, on peut s'entraîner. Et dans ce cas précis, faire en sorte que notre foie, ton foie, soit plus efficace dans ce qu'il doit gérer. Je parle d'entraînement, mais est-ce que c'est compliqué? Non, c'est super simple, mais ça demande d'arrêter de croire qu'on est comme ça, qu'on n'y peut rien. Il faut cesser de confondre inné et acquis. Il faut arrêter de se définir par nos limitations et il faut surtout se mettre au boulot. Work your ass off. There is no magic bill. There is no magic out there. Et si vous croyez que c'est trop dur, repensez 2 secondes à Hawking et Cox et vous allez de suite avoir honte de vous et vous mettre à l'œuvre. Alors, pour vous aider, car je suis sympa, j'ai rajouté dans les cadeaux bonus du podcast une petite vidéo d'exercice pour aider le foie justement. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur thedaoproject.org pour y avoir accès. Il y a aussi 8 autres cadeaux qui vous attendent déjà, dont, et ça tombe bien, un exercice pour tester votre émotionnel. Alors, si vous êtes déjà inscrit, félicitations. Il suffit d'aller sur la page du podcast et de cliquer sur cadeau pour retrouver la nouvelle vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu, mais surtout qu'il vous a donné envie de prendre en main tout ce qui est du domaine de l'acquis chez vous. Pour ça, vous avez le choix des méthodes. Alors personnellement, j'en propose une complète sur thedaoproject.org, mais à vous de voir si mon style vous convient ou pas. Ce qui compte, c'est que vous avanciez, peu importe avec qui. Sur ce, je vous souhaite bonne pratique. Penser pour une femme, c'est pas... Ta gueule.